jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne, 15 € en cash offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce lundi après-midi. Un petit récap du week-end, comme on l'avait fait lundi dernier, comme on le fait depuis un moment maintenant. Récap d'un week-end qui a été, je pense c'est le terme, historique, car l'histoire était de partout. Sur les pelouses des 5 championnats majeurs, mais également aux étages inférieurs, en football et ailleurs. Ça a été un vrai week-end de foot et de sport. On va commencer par parler un petit peu d'histoire en Première Ligue. On commence doucement en Première Ligue. C'est peut-être pas là que l'histoire était la plus présente parce que par exemple ce top 4 là, City, Arsenal, United, Newcastle, il était déjà connu avant cette dernière journée ce week-end grâce à sa victoire contre Chelsea jeudi. C'était jeudi, victoire 4-1 d'United. Bon, ils avaient assuré leur rang, étaient certains de finir et de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. On va en parler, on va faire une vidéo sur United d'ailleurs bientôt, très intéressant, la saison qui se profile. Mais du coup les grands moments du week-end en Première Ligue, ils ont surtout concerné les autres positions et les autres places européennes notamment où Aston Villa, en battant Brighton, s'est assuré de finir 7ème et de jouer l'Europe, de jouer la Conference League. Unai Emery est arrivé, ils étaient 15e. Ils ont vraiment explosé. C'est une des très belles histoires de cette saison. Mais c'est aussi une victoire qui fait que Tottenham, malgré son succès sur la pelouse de Leeds 4-1, ne jouera pas de Coupe d'Europe, ne sera pas en Europe la saison prochaine. Harry Kane, il a planté un doublé dans ce match. Et il a donc porté son total de buts sur la saison en Première Ligue à 30 unités. C'est un truc un peu délirant, ça fait un moment, plusieurs mois qu'on en parle sur la chaîne. Kane, il va finir avec une saison record ou quasi-record, bon en l'occurrence c'est record, et on va un petit peu l'oublier parce qu'il ne sera pas Golden Boot, parce que oui, il y a un alien norvégien qui joue à City, qui joue dans un club, dans une machine extrêmement huilée, mais Kane, 30 buts dans ce Tottenham 8ème, c'est une performance tellement de haute volée. C'est un gars qui est au zénith, dans un club qui est au nadir, et cet été, on imagine qu'il va être assez chaud. Sur le marché des transferts, on imagine que ça va être assez chaud pour lui. Voilà, ça concerne l'Europe donc. City 1, Arsenal 2, United 3, Newcastle 4, ça on le savait. Liverpool 5, Brighton 6. Brighton, malgré sa défaite, était assuré de finir 6ème et de jouer l'Europa League. Aston Villa 7. Brentford, en battant City dernière journée, était pas loin de prendre une place européenne aussi. Et dans l'ensemble, ils auront fait un superbe exercice. Tottenham, avec la place qui fait mal, 8ème. Maintenant, il y avait l'Europe. Mais il y avait aussi bien sûr la bataille pour le maintien, et ce match, c'est aussi un match qui a condamné Leeds, qui 3 ans après être remonté en Première Ligue sous Bielsa, redescend donc en Championship. Le foot va vite, il va vite pour Leicester aussi. Malgré leur victoire contre West Ham, ils terminent 18ème, un club qui était champion de Première Ligue il y a 7 ans à peine, se retrouve à l'étage inférieur avec un super effectif, Franchement il y a de très belles affaires à faire du côté de Leicester. Le grand gagnant de tout ça, bien sûr, c'est Everton, qui avait besoin d'une victoire pour rester en Première Ligue. Un match hyper tendu contre Bournemouth à la maison, finalement il le remporte 1-0 avec une frappe sublime d'Abdoulaye Doucouré à l'heure de jeu, et c'est le délire absolu à Goodison Park. Everton vivra donc une 70e saison consécutive dans l'élite, la deuxième plus longue série de l'histoire du foot anglais. Voilà pour la seconde partie de tableau, donc Leicester, Leeds et Southampton qui descendent, Everton, Nottingham Forest qui se sauve après ce mercato très animé, on s'en souvient, en début d'été dernier. Finalement, il reste là aussi comme Bournemouth, West Ham, les Wolves, Chelsea 12e, Crystal Palace 11 et bonne saison pour Fulham 10. Voilà le tableau complet final de Première Ligue. Et puis pour finir sur cette Première Ligue, on doit aussi parler de ceux qui y joueront l'an prochain. Le Burnley de Vincent Kompany était déjà assuré du titre. Ils finissent un très beau champion avec 101 points. C'était pareil pour le Sheffield d'Iliman Ndiaye qui avait déjà sa seconde place assurée. Les deux monteront, mais il restait un billet à composter via les playoffs. Et c'est Luton Town qui l'a fait en finale contre Coventry à Wembley, au tir au but. Que des histoires extraordinaires là-bas. C'est un club qui était en 4ème division, en League 2, il y a 5 ans à peine, qui est donc remonté en Première Ligue. C'est une équipe qui, ce week-end-là, en finale, après 11 minutes jouées dans cette finale de play-off, a vu son capitaine, Tom Locker, s'écrouler sur le terrain et ne pas se relever. Un moment vraiment effrayant, un truc qui a rappelé le scénario catastrophe, l'énorme peur qu'on avait vécu avec Christian Eriksen à l'Euro 2021. Bon, finalement, il va bien, il a vu le reste du match depuis l'hôpital, et l'histoire s'est très bien terminée pour Luton dans l'ensemble, qui a remporté la séance de tir au but 6-5, qui retrouve l'élite pour la première fois depuis 31 ans, et qui jouera en Première Ligue Air Moderne pour la première fois de son histoire. Ils avaient été relégués quelques mois avant la formation, la saison inaugurale de PL, Air Moderne 92. Donc ils vont jouer en Première Ligue dans leur super maison de Kenilworth Road, 10 000 places. On ne peut pas faire, je crois, plus anglais que ce stade. Le plus petit stade du championnat, ce sera au coude à coude avec Bournemouth, je pense.
mais peut-être quelques centaines de places en moins. C'est un vrai morceau d'histoire, vous avez sans doute vu passer ces images, l'entrée des supporters extérieurs de Kenilworth Road, on a l'impression de rentrer chez quelqu'un, de rentrer par le garage. C'est voilà, magnifique petit écrin et une très belle histoire qu'on a l'impression seul le foot britannique peut offrir. Alors c'était aussi un week-end historique en Ligue 1, bien sûr, parce qu'avec son 11e titre de champion de France validé à Strasbourg, match nul un partout à la Méno, le PSG devient le record de l'exercice. 11 titres en France, personne ne l'avait fait. Ils étaient à égalité avec Saint-Etienne à 10, maintenant 11 pour le PSG. Mais il y a quelque chose aussi, je crois, de notable et d'historique, entre guillemets, dans la relative indifférence qui a entouré ce sacre. C'est pas à moi de juger, moi je suis pas supporter du PSG, je peux pas dire qu'il faut être heureux, pas heureux, etc. Mais sportivement, je pense que c'est difficile à nier, c'est une des saisons les moins réussies de l'ère QSI. Et on aura l'occasion d'en reparler. On va se repencher bien sûr sur la saison du PSG, donner la note sur 20, je pense, dans quelques jours, quelques semaines. C'est une vidéo qui arrive, on en reparlera. Comme on reparlera très souvent la saison prochaine du RC Lens. Pourquoi ? Parce qu'ils sont officiellement en Ligue des Champions. Ils sont officiellement, définitivement, les dauphins du Paris Saint-Germain en battant Ajaccio 3-0. 81 points pour Lens, certains donc d'être deuxième et d'accéder directement à la phase de groupe de LDC. 81 points, c'est quand même un délire, ils peuvent finir à 84 avec une victoire contre Auxerre le week-end prochain. Quoi qu'il en soit pour le RC Lens, deuxième position, une saison à plus de 80 points pour un club qui a le 10e budget de Ligue 1. Je crois qu'ils ont mis le curseur très très haut et ils ont dit à tous les autres directeurs sportifs et présidents de France, vous avez aucune excuse pour pas faire aussi bien que nous. Ça, c'est un club qui travaille très bien et voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Leur satisfaction, leur joie, je pense, est sans doute à la hauteur de la déception de l'Olympique de Marseille qui célébrait hier sa grande histoire, les 30 ans de la petite étoile. Mais la fête a été gâchée par Brest, vainqueur 1-2 au Vélodrome. Marseille devra passer par 2 tours préliminaires pour jouer la C1. L'OM boucle le dernier match de sa saison à la maison sous les sifflets. On parle même d'un départ prochain d'Igor Tudor. On verra, mais ouais, c'est dommage, c'est une saison qui se finit un peu mal pour l'Olympique de Marseille, alors qu'il y avait pourtant eu des choses intéressantes. Et c'est vrai qu'à l'heure du bilan, 3e, donc pas directement qualifié en LDC, pas de coupe, pas de titre, et décevant en Europe. Voilà, saison spéciale pour cet OM. Et puis sinon, très belle opération pour Rennes, bien sûr, quand on regarde ce top 7 à une journée de la fin. Très bonne opération pour Rennes qui a battu Monaco 2-0 pour les doublés. Et Lille aussi en a profité pour passer 4e. L'ASM s'est totalement écroulé sur cette fin de championnat. 0 victoire sur les 3 derniers matchs, 2 défaites sur les 2 derniers. Et n'a plus son destin entre ses mains. Pourrait finir en dehors des places européennes, dépassé donc au dernier moment par Rennes et par Lille. Ils n'ont plus leur destin entre leurs mains, entre leurs pieds, comme Nantes, qui sera relégué ce week-end si Auxerre bat Lens le week-end prochain. Quoi qu'il arrive, si Auxerre bat Lens, en revanche, avec un nul d'Auxerre ou une défaite, si Nantes bat Angers, la lanterne rouge de Ligue 1, et en plus ils sont à la maison, ils peuvent être sauvés, donc c'est pas évident en vrai. En vrai, je sais pas qui est favori, peut-être même que Nantes est favori. Maintenant Lens qui se déplace, qui a plus rien à jouer, c'est peut-être pas une super nouvelle pour Nantes non plus. Mais ouais, qui va se maintenir ? Qui est-ce que vous voyez se maintenir ? En vrai, moi je pense que c'est du 50-50 et c'est dingue que Nantes soit encore dans la course avec leur saison et leur fin de saison notamment si dramatique. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et puis bien sûr, cette dernière journée, cette avant-dernière journée, c'était aussi le dernier match de l'Olympique Lyonnais à domicile. L'occasion de rendre un vibrant hommage, un magnifique hommage à Jean-Michel Aulas qui le mérite nettement. Et puis à nouveau en plus le lendemain, pour les trophées UNFP, voilà, comme on en a parlé sur la chaîne, il était l'heure, il était temps de changer et d'aller dans une nouvelle direction pour cette OL. C'est quelque chose que je souhaitais personnellement en tant que supporter du club. Ça n'empêche pas de revenir sur 36 ans de présidence extraordinaire. Le gars a juste bâti l'OL moderne, sans doute des années perdues vers la fin, mais l'ensemble de l'œuvre est rien d'autre que remarquable. Ça, c'était historique, comme était aussi, je pense, le titre de Franck Hez, nettement mérité, si on parle de cette cérémonie UNFP qui était hier soir. Meilleur entraîneur, et je pense avec 2 ou 3 têtes d'avance sur les autres, vu ce qui a été réalisé par Lens. Maintenant, hâte de le voir en Ligue des Champions l'année prochaine. S'il reste effectivement à Lens, il y a des petites rumeurs Première Ligue, etc. Je le vois continuer quand même. Et moment d'histoire aussi, parce que Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur du championnat de France pour la 4e fois. 4e fois déjà. Symbole d'un championnat qui est peut-être devenu un petit peu trop petit pour lui. Voilà pour la Ligue 1. Bundesliga maintenant. Alors là, oui, il s'est passé pas mal de choses quand on parle d'histoire. Beaucoup trop de folie. Vous connaissez le scénario, bien sûr, de Bayern Dortmund parce que c'était samedi après-midi et que j'en ai fait une vidéo. Donc la vidéo est en ligne, disponible sur la chaîne depuis samedi après-midi, samedi soir. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Je vous la mettrai en description. Mais ce qu'on peut dire d'autre en Bundesliga, à part ce moment qui était extraordinaire, c'est que l'Union Berlin s'est qualifié pour la Ligue des Champions en finissant 4e. Et ça me fait vraiment plaisir pour eux. Eux, le Lens allemand, dans une certaine
certaine mesure, qui est remonté en Bundesliga 1, en première division il n'y a pas si longtemps que ça. Sur leurs 4 saisons dans l'élite, ils ont fait 11e, puis 7e, puis 5e, puis 4e. Belle progression pour un club qui travaille très très bien, qui a un de mes stades préférés, déjà Berlin, je pense que c'est top 3 de mes villes préférées dans le monde, mais en plus ce stade-là magnifique du garde forestier, est-ce que c'est ça la traduction en français, mais où derrière on voit tous les arbres, toute la forêt, je trouve que c'est très très cool, et ça me fait plaisir de les voir en Ligue des Champions. On va avoir une Ligue des Champions sympa, avec un peu de nouvelles têtes, quand on pense à Newcastle, quand on pense à Lens, quand on pense à cette Union Berlin, à la Real Sociedad aussi dont on va parler, donc ouais, c'est très cool. Et ce qui s'est passé en Allemagne, c'est ok, ça concerne un peu la Bundesliga comme là, mais il s'est passé aussi un truc de malade en deuxième division. Si vous voyez cette image et que vous comprenez pas trop, c'est pas un club qui a été relégué, c'est pas un envahissement de pelouse ou parce que les supporters sont mécontents, parce que leur club est relégué, c'est un envahissement de pelouse parce que les gars pensaient être promus. Et au moment où ils étaient sur la pelouse en train de fêter leur promotion, et bah Heidenheim, qui perdait 2-1 dans le temps additionnel, l'a finalement emporté 3-2 avec le dernier but, celui de la victoire et celui du titre pour Heidenheim à la 90 plus 9. C'était un truc de folie furieuse. C'était extraordinaire, une équipe qui était menée 2-0 d'ailleurs dans ce match, qui finit par l'emporter 3-2, 2 buts dans le temps additionnel, ce qui rétrograde Hambourg à la 3e place, et ils vont donc devoir passer par un barrage contre Stuttgart, qui a donc fini, si je compte bien, 16e de Bundesliga. Voilà, barrage d'accession pour Hambourg, qui est vraiment le club maudit de Bundesliga 2, qui était à une époque, je crois, le club qui était dans l'élite le plus longtemps de l'histoire de la Bundesliga, qui avait été depuis la formation. Ils avaient même une horloge dans le stade qui indiquait depuis combien de temps ils étaient dans l'élite, etc. Et ils ont été relégués il y a 5 ans. Depuis toute leur saison, c'est 4e, 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 3e et donc 3e à nouveau cette fois-là. À chaque fois, j'ai l'impression, en s'écroulant sur la fin de saison ou en vivant un naufrage, un truc, un rebondissement, un truc un peu fou. Pour un des clubs avec les plus fervents supporters, voilà, c'est un vrai crève-cœur. C'est, je crois, la plus haute affluence moyenne pour un club de seconde division en Europe. Dans n'importe quelle seconde division d'Europe. En même temps, ils ont un énorme stade, c'est une grande ville. Je crois qu'ils font 40 000 supporters par match, un truc comme ça. Ouais, c'est assez fou, et on va donc avoir un barrage pour l'accession à l'élite contre Stuttgart qui va être très très costaud. C'était encore un truc de folie en Allemagne. Pour finir rapidement, Serie A et Liga, pas grand chose de notable. Alors en Italie, pas de folie, mais une confirmation, c'est que l'Inter, la Lazio et l'AC Milan iront en Ligue des Champions l'année prochaine. Surtout, c'était chaud pour l'AC Milan, qui jouait très gros contre la Juve à Turin, mais ils l'ont emporté 0-1. Ça fait qu'ils ont 8 points d'avance sur la Juve, même si on recréditait des points à la Juventus, ça pourrait peut-être suffire, parce qu'il y avait cette affaire de points retirés, etc. Mais voilà, en l'état, l'AC Milan, avant même la dernière journée, parce que 6 points d'avance sur l'Atalanta qui est 5e, ira en Ligue des Champions, l'Inter aussi, deux clubs qui se sauvent un petit peu sur la fin, parce que c'était un petit peu chaud, et la Lazio aussi, qui a de très très bonnes chances de finir dauphin, cette Lazio de Sarri, dont on parlait pas beaucoup, mais perso, je les mettais dans le top 4 en début de saison, 4e il me semble, ils auront encore surperformé par rapport à ça. Et puis en Espagne, la Real Sociedad, 4e, sinon pas grand chose de nouveau, Barça toujours premier, les adieux de Busquets et de Jordi Alba, qui était fait ce week-end, le Real second, qui va sans doute résister au retour de l'Atlético. De toute manière, les 4 premières places sont qualificatives en Ligue des Champions, entre 2e et 3e. Pas vraiment de différence en Liga, mais voilà, la Real Sociedad, malgré sa défaite, comme Villarreal a perdu aussi, la Real Sociedad sera en phase de groupe de Ligue des Champions. Et puis pour finir, le bonus, il y a 2-3 trucs à dire dans le bonus. Déjà en Ligue 2, il y a eu un scénario un peu fou, la défaite de Bordeaux, la victoire de Metz et le nul du Havre, qui fait que les 3 équipes aux 3 premières places, aucune n'est assurée d'accéder à la Ligue 1. Le Havre est quand même en bonne position, mais il faut qu'ils prennent au moins 1 point sur leur dernière journée. C'est que les 2 premières places qui montent en Ligue 1, puisque l'année prochaine ce sera la Ligue 1 18, 4 descentes, 2 montées. C'est chaud. Le Havre, je pense, va le faire. Ça va jouer entre Metz et Bordeaux, mais Metz est repassé devant Bordeaux à une différence de but supérieure. Les derniers matchs, c'est Bordeaux-Rodez, Le Havre-Dijon et Metz-Bastia. Metz-Bastia, pas évident, parce que Bastia est quoi, 4e, 5e cette saison. Donc ouais, ça va être assez costaud, et ce sera vendredi soir. On connaîtra donc les 2 équipes, les 2 clubs qui évolueront dans l'élite la saison prochaine. C'est aussi très très chaud en Belgique, je sais qu'il y a pas mal de potes belges qui m'en parlent. Voilà, on en parle ici. Très très chaud parce que sur cette phase-là de seconde partie de saison pour sacrer le champion, Antwerp, l'Union Saint-Gilloise et Genk sont au coude à coude. 1 point sépare les 3, ça peut être assez dingue.
Mais je vais dire, on a fait toute cette vidéo, je sais pas combien de temps elle aura duré, peut-être une vingtaine de minutes. Ce que je vais dire, c'est que le moment qui m'a fait le plus vibrer de tout le week-end et de très loin, c'était même pas en foot, c'était en basket, c'était ce Miami-Boston. Extraordinaire, extraordinaire dénouement. Match de dingue, de fou furieux total. Moi, comme vous le savez, je télécharge les matchs, je les regarde pas dans la nuit, c'est un peu trop long, mais je télécharge les matchs le lendemain matin sans connaître le score, déconnecté de tous les réseaux sociaux, et je les regardais du coup comme si c'était en direct. Mais j'ai halluciné devant le scénario monumental. Pour rappel, c'était Game 6. Miami qui menait 3 matchs à 0, 3 victoires à 0, s'était fait remonter 3-2. Personne n'est jamais revenu dans l'histoire de la NBA d'un déficit de 3 matchs à 0. Jamais une équipe en 150 séries menée 3-0 n'est revenue pour l'emporter 4-3. Et pourtant, Boston est revenu. De 3-2 à 3 partout. Miami était en train de perdre de 2 points. Dans les toutes dernières secondes, Jimmy Butler déclenche un tir à 3 points. Faute d'Horford, mauvaise faute. 3 lancers francs donc pour Butler qui va les marquer l'un à la suite de l'autre. Miami prend 1 point d'avance à 3 secondes de la fin. Timeout Boston, ils ont une dernière action. Marcus Smart se retourne sur un tir où il se déchire. Ça rentre pas, mais Derrick White a suivi et à 0,2 secondes, buzzer beater. La dernière action du match, le tip-in. Boston revient à 3 partout. Et ce soir, cette nuit à 2h30, ça va être donc Game 7. Boston est net favori. Quand on regarde les cotes, voilà, ça c'est du côté de mon partenaire Winamax qui sponsorise la chaîne en 2023. Boston est devenu le net favori, 1,30. Miami à 3,60. Franchement, si Miami revenait maintenant après avoir perdu les 3 prochains matchs, je sais pas si c'est... Quelque part, j'ai envie de dire, cette posture psychologique de l'outsider, je crois que ça leur convient mieux. Finalement, à 3-0, ils étaient dans une posture très différente de ce à quoi ils sont habitués. Peut-être que dos au mur, ça leur ira mieux. Maintenant, à Boston, ça va être très compliqué. Quoi qu'il en soit, ça va être un match de dingue. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse une petite vidéo? Franchement, moi, c'est sûr que je vais le regarder. J'hésite même à le regarder en pleine nuit. Je pense qu'à ça là, depuis 48 heures. Et est-ce qu'on n'en ferait pas une petite vidéo analyse? Voilà, évidemment, on est une chaîne de foot. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez pas, on le fera pas. Si vous voulez, ouais, on le considérera carrément. Si vous voulez avoir un petit peu plus de piquant, voici ma réaction au moment de la dernière action. Je vous la mets en entier. Je sais pas pourquoi j'ai allumé la caméra. Je l'avais fait aussi devant France-Argentine à la fin, mais cette vidéo, elle sortira jamais. Ma réaction au moment du buzzer beater de Derrick White. It's off to Smart for the 7th game. Commanded tipped in, but the buzzer sounded. The light was on. It'll be reviewed. I don't think he got that in time. Great effort by Derrick White. And didn't I say you have... Oh, they're saying on the floor, they're counting it. You have to protect the offensive rebounding. Oh, he got rid of it. He That's sure a did. Celtic win, and we're going to Game 7. The Celtics are going to win. There's a Game 7 back in Boston. Ruling on the floor is good basket. The play's under review. White. What a finish to this game. Stunned. People here are absolutely stunned. We're headed to Beantown for a Game 7 and what has been an improbable Eastern Conference Final. Et donc voilà pour ce week-end, un vrai moment d'histoire. Il y a sans doute d'autres petites narratives qu'on n'a pas couvert, mais c'était un moment de sport, un week-end de sport très costaud. Bien sûr, j'ai envie de finir avec une grosse pensée, comme vous l'avez vu, pour Sergio Rico. Ça fait vraiment beaucoup de peine, dans un état préoccupant après un accident de cheval en Espagne, état grave de ce que je lis. Bon, j'ai pas les toutes dernières informations, peut-être qu'il y a des trucs qui sont sortis là dans les dernières heures, dernières minutes, mais voilà, un état préoccupant pour lui, bien sûr, gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, un membre de la famille foot, et je peux que lui envoyer toute ma force, lui et sa famille. On pense à lui, et voilà, finir sur cette note. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de recevoir votre soutien. Si vous voulez voir l'analyse de ce Game 7, dites-le aussi en commentaire, et peut-être qu'on s'y attellera. Et voilà, prenez soin de vous, passez une excellente semaine qui démarre. On se dit à bientôt, bisous.